Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui se consacre aux jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Aujourd'hui, on rencontre Guillaume Laroche, joueur de water polo, membre du club de water polo de Laval. Et comme vous allez le voir, on dit souvent un athlète, on mange son sport. Guillaume, ça fait plus de 19 ans qu'il est impliqué dans son sport, a joué au niveau provincial, national et maintenant voit justement à encourager le rayonnement de son sport. On va discuter avec Guillaume justement des réalités ou des défis à populariser un sport qui est peut-être un peu plus méconnu. Et on va regarder l'élément clé à toute progression qui est la persévérance. Et finalement, regarder aussi les défis et les réalités du développement à long terme chez un athlète, peut-être plus spécifiquement au niveau du water polo, mais aussi regarder avec mes experts Thierry, Maryse et Anne-Marie certaines de leurs perspectives, certaines de leurs opinions sur ces éléments-là. Comme à notre habitude, on vous garde à l'affût aussi des nouvelles sportives régionales. Donc, c'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On se retrouve à la piscine du Collège Laval avec Guillaume Laroche, membre de l'équipe de Water Polo Laval. Donc Guillaume, tu joues au water depuis combien de temps? Ça fait 19 ans maintenant que je joue au water polo. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et au niveau de ces 19 ans-là, quels sont peut-être les niveaux auxquels tu as participé? Puis est-ce que tu as commencé? Je sais qu'il y a un programme au niveau des piscines extérieures. Moi, j'ai travaillé sur les piscines extérieures, donc l'initiation au mini-polo. Est-ce que c'est un programme auquel tu as participé? Oui, tout à fait. Dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, puis jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est du mini-polo qu'on joue. C'est dans la partie peu profonde. Donc, on apprend les bases. Tranquillement, pas vite, on apprend à aller dans la partie profonde. Donc, j'ai commencé là. Ensuite de ça, j'ai joué plus au niveau compétitif. J'ai fait les programmes d'équipe du Québec, 3 années en ligne. J'ai fait aussi le programme d'entraînement de l'équipe nationale, un programme qui avait lieu au Centre Claude Robillard. Puis par la suite, je me suis pas mal arrêté là au niveau compétition, mais j'ai jamais arrêté de jouer là, pour le club de Laval depuis que j'ai commencé à jouer avec eux, puis j'adore toujours autant ça. Qu'est-ce qui a peut-être changé dans ta motivation? J'imagine que quand on commence à 7 ans, on n'a pas nécessairement les mêmes motivations que quand on a fait 15 ans, 17 ans dans son sport. Qu'est-ce qui t'a motivé dès le départ, puis qu'est-ce qui te garde motivé encore aujourd'hui? C'est beaucoup l'aspect de famille, je dirais. Le water polo, c'est un sport très familial qui rassemble. Moi, pour ma part, ma grande sœur jouait au water polo dans la vie de quartier, justement, dans la piscine extérieure. Puis je la voyais faire, j'avais 5-6 ans. Donc je me disais, moi aussi, je veux commencer ça. Par la suite, le désir de progresser, c'est quand on s'entraîne beaucoup, on voit qu'on est assez bon. C'est sûr que c'est pas comme le hockey, que les jeunes le voient à la télé tout le temps, puis depuis le très jeune âge, ils voient que c'est très valorisé, puis qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc c'est sûr que c'est un milieu différent, mais aller faire des compétitions à l'extérieur, c'est très motivant. Les programmes d'entraînement de l'équipe du Québec, l'équipe canadienne, c'est une motivation. Puis depuis que j'ai arrêté d'aspirer au niveau de compétition, ce qui me motive vraiment, c'est le développement de mon sport dans ma région. Donc moi, je suis lavallois. Ça fait longtemps que je joue avec le club de Laval. Le club de water polo Laval, ça m'a tellement amené dans ma vie que là, j'essaie de redonner. Donc, je m'entraîne moi-même 4-5 fois semaine. J'entraîne une équipe féminine qu'on a recommencé cette année à raison de 3 fois par semaine. Donc, en plus d'être vice-président du club de water polo Laval et d'être président du comité régional de la Rive-Nord qui s'occupe de développer des nouvelles équipes partout sur la Rive-Nord, jusqu'à même Tremblant. Qu'est-ce que tu penses qui est le frein le plus important pour qu'on reconnaisse le water polo ou que le water polo devienne plus populaire? Définitivement, c'est la publicité qui se fait autour de ça. Mais il y a aussi l'obstacle des bassins disponibles. Donc, si on prend, par exemple, Laval, pour l'instant, on n'a pas de complexe aquatique. Ici, en ce moment, on est au Collège Laval. C'est un 25 mètres creux sur toute la longueur. C'est la seule piscine qui a cette caractéristique-là à Laval. Donc, la ville est en train de
faire des projets pour éventuellement construire un complexe aquatique. On parle de 2018-19, mais tant que ça ne sera pas la première pelletée, c'est un obstacle majeur de ne pas avoir un complexe qui permet un haut niveau de compétition. Parce que, par exemple, un bassin de 25 mètres, c'est bon pour jouer du calibre un peu plus régional, national encore, mais quand on vient international, il faut avoir un bassin qui va être plus grand, qui va permettre vraiment d'avoir 30 mètres d'un but jusqu'à l'autre. Alors, comme on discute avec Guillaume, des fois, c'est un défi, puis je parlais de la religion du hockey avec Guillaume, de pouvoir rivaliser avec la popularité ou de pouvoir démystifier la popularité d'un sport. Je pense qu'il nous a mentionné certains éléments qui voient, que ce soit au niveau des structures, ça peut prendre une limite au niveau physique, au niveau d'avoir les bassins qui vont nous permettre de pratiquer ce sport-là. Donc, il y a certains éléments qui sont importants à reconnaître, certains obstacles qui sont importants à reconnaître. J'aimerais voir avec vous, par exemple, au niveau de faire reconnaître notre expertise, je pense que c'est un peu des défis qui peuvent être semblables, on peut certainement avoir des similitudes entre populariser ou faire reconnaître un sport, puis se faire reconnaître par rapport à notre expertise. Est-ce qu'on peut apporter chez un athlète au niveau de tes réalités à toi, Anne-Marie? Bien, la nutrition, on sait, pas mal tout le monde en parle, tout le monde mange, donc c'est difficile de dire « Ah, la nutrition, c'est super important » parce que tout le monde a leur petite opinion. Donc, la nutritionniste, il faut qu'elle donne du plus value à l'athlète. Donc, c'est ça qui est difficile chez le coach, de dire « OK, oui, tes choses que tu es en train de dire, peut-être qu'il y a des choses à modifier ou à améliorer. » Donc, pourquoi que moi, la nutritionniste, ça serait meilleur que le coach. Donc, travailler en coercion entre les deux, c'est super important. Fait que c'est ça qui est difficile au niveau de la nutrition, c'est de faire un partenaire, que pas juste au niveau de l'entraîneur, mais aussi en physiothérapie, par exemple, pour les blessures. Donc, comme on parlait dans une autre émission, quand il y a des opérations, qu'est-ce que je peux apporter à l'athlète? C'est pas juste la nutrition, il y a peut-être des suppléments qu'on peut amener à l'athlète pour l'aider avant l'opération. Donc, c'est tout ça qu'on doit montrer qu'on est capable de faire des choses qui pourraient aider l'athlète. Donc, un peu comme Guillaume le mentionnait, il y a comme une démystification à avoir, peut-être de voir comment progressivement on peut intégrer ces éléments-là. J'imagine que c'est un peu les mêmes réalités que vous pouvez avoir dans ces défis-là qu'on a à démystifier ou à démocratiser les expertises qu'on peut apporter. Dans mon cas, la préparation physique, c'est quand même assez large. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut intervenir. Puis c'est certain que quand je commence à travailler avec un groupe d'athlètes ou un athlète, on va commencer sur un aspect. Là, on va travailler ça, puis éventuellement, on va arriver à travailler sur les différentes composantes de la préparation physique à leur sport. Et aussi, l'aspect à long terme est super important, mais souvent, c'est pas pris en considération justement par les entraîneurs, par les athlètes ou par les parents. Ils veulent des résultats rapides. Donc, c'est beaucoup d'éducation et de répéter les informations pour que les athlètes comprennent l'importance de penser pas juste à demain ou à ma compétition dans une semaine, mais me développer sur le long terme. Puis des fois, il y a des choses qu'on va faire maintenant qui n'ont pas des résultats tout de suite. Donc, c'est d'être patient puis de comprendre que plus tard, ça va être payant. Donc, il y a aussi cet élément-là d'avoir un impact auprès des jeunes pour les amener pas juste au niveau de la performance, mais plutôt au niveau du développement à long terme. J'imagine qu'au niveau des réalités en physio aussi, c'est présent. C'est sûr que c'est très, très présent. En termes de blessures, si on veut, des fois, oui, ça se règle en dedans de quelques jours, 2-3 semaines. On est très content quand ça se passe comme ça, mais la majorité du temps, ça prend un petit peu plus de temps. C'est de faire comprendre à l'athlète qu'il faut y aller un petit peu plus lentement à ce moment-là. Expliquer qu'il y a des processus de guérison. C'est pas j'ai mal, j'ai plus mal. C'est on commence avec la douleur tranquillement. Il y a une restructuration des structures qui se fait, réorganisation au niveau de la musculature, du patron de mouvement. C'est de travailler conjointement avec les kinésiologues, les nutritionnistes, mais surtout avec les entraîneurs. Souvent, c'est là qu'on a des petits problèmes. On veut ralentir un peu l'entraînement. Puis à l'inverse, c'est l'entraîneur qui dit bien, les performances ont un petit peu diminué. On va rajouter un entraînement par-dessus ça. Souvent, là, c'est là que ça devient un peu plus difficile de récupérer. Fait que la clé, la solution à ce moment-là, c'est la communication, d'être en contact avec tous les professionnels qui entourent l'athlète pour s'assurer. Donc, finalement, on se rend compte que le défi de populariser un sport ou le défi de se faire reconnaître, il y a quand même des similitudes à avoir, soit au niveau des structures, soit au niveau des athlètes comme tels. Mais si on peut collaborer ensemble, on y gagne tous à ce moment-là. Junior Luc,
qui avait bloqué le botté de placement en fin de match pour donner la victoire aux Siens à la finale de la Coupe Dunsmore, a récidivé, permettant aux Carabins de l'Université de Montréal de remporter la Coupe Mitchell le 21 novembre dernier. Et le footballeur par excellence de la rencontre, l'ancien porte-couleur des Loups de Curé-Antoine Labelle, a réussi une interception et en a provoqué une autre dans un gain des Bleus 25-10 sur les Griffons de Guelph. Gabriel Cousineau, vétéran quart arrière de 5 saisons et ancien des Nomades du Collège Montmorency, a eu aussi son mot à dire lors de cette victoire. Il a notamment lancé une bombe dans les mains de Guillaume Paquet, conduisant au toucher de Sean Thomas Erlington. Le pugiliste Jean Pascal a confirmé en conférence de presse le 16 novembre dernier la séparation avec son entraîneur Marc Ramsey. Il misera dorénavant sur Freddy Roche, 6 fois nommé entraîneur de l'année. Alors Guillaume, justement, tu parles d'être un bon joueur, tu parles des réalités du sport, un instinct de survie quand on est jeune, qu'on est dans l'eau. Pour toi, c'est quoi les caractéristiques que ça prend pour être un bon joueur de water polo? Pour être un bon joueur de water polo, il faut être persévérant pour commencer. Parce que c'est sûr que la première fois qu'on embarque dans l'eau, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas tant d'équipes que ça. Donc des fois, on va se ramasser, on ne sera pas nécessairement dans un calibre qui est le nôtre en commençant. Donc, il faut beaucoup de persévérance. Après ça, c'est de la discipline, c'est le goût de continuer, de se dépasser, le goût, évidemment, de jouer en équipe, puis d'apprendre toujours constamment. Donc, ça, c'est les qualités peut-être au niveau peut-être plus psychologique. Au niveau physique, est-ce que nécessairement on doit être un bon nageur? Quelles sont les traits, les caractéristiques physiques que ça prend pour bien performer en water? Définitivement, ça prend une tête un peu forte au début, mais au niveau physique, il n'y a rien qui peut te ralentir. Au début, comme j'ai dit, on commence avec du mini-polo, on touche dans le fond. C'est sûr que si c'est un pas creux à la piscine qui est creux en soi par rapport à l'âge qu'on a ou à la grandeur qu'on a, ça peut être plus difficile à ce niveau-là, mais pour le reste, il y a des bons petits joueurs, des bons grands joueurs, il y a des bons gros joueurs, il y a des bons joueurs minces, puis aussi, je l'ai dit, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'étais plus petit, j'étais moins large d'épaule. C'était difficile pour moi. Les premières fois que j'allais dans le creux, je ramais beaucoup. J'avais une petite ceinture de sauvetage, une ceinture d'aquaforme même pour m'aider dans les premiers temps. Puis graduellement, mon coach me disait, là, aujourd'hui, on enlève la ceinture, tu vas travailler plus fort. Mais ça a été ça, ça a été la persévérance. Puis à un moment donné, bien, on grandit, nos muscles se développent. Donc, on a même des exemples de haut niveau. Juste pour en nommer un, Nicolas Bicari était un joueur qui jouait dans une équipe à Montréal. Puis c'est plus tardivement que son développement s'est fait. Il s'est mis à avoir une poussée de croissance plus tardive que la plupart des jeunes. Mais quand ça a eu lieu, lui, il s'est développé puis il est allé jouer justement dans les équipes professionnelles à l'autre bout du monde. Donc, en quelque part, c'est vraiment plus une volonté de croire dans le processus puis d'embarquer dans le cheminement puis d'embarquer dans l'engagement, de dire, bien, si j'aime ce sport-là, je sais que je vais avoir du travail à faire, mais si je fais le travail, éventuellement, je vais en récolter les bénéfices. Définitivement. Puis je donne beaucoup de crédit au club de water polo Laval pour ça. Ça a toujours été... la place a toujours été ouverte pour tout le monde. C'est pas, ben là, le petit jeune ici, là, il tire de la patte, on l'écarte, puis bye, on espère qu'il va lâcher, parce que c'est vraiment pas ça. Les jeunes, ils ont des développements, il y en a qui sont différents, il y en a qui vont commencer à l'âge de 7 ans, il y en a qui vont commencer à l'âge de 16 ans, c'est pas grave ça. Mais si tu t'entraînes, si tu veux apprendre justement à tenir à la surface de l'eau, à manipuler un ballon alors que tu tiens à la surface de l'eau, tu vas avoir le temps de le pratiquer, puis tu vas devenir bon, puis tu vas vraiment avoir un niveau de jeu qui va augmenter au fil du temps. Au niveau de la persévérance, j'imagine qu'au niveau de la préparation physique, c'est aussi un élément qui est important pour bien progresser. Mais en fait, c'est sûr que les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Hein. Ça prend du temps puis de la répétition. Le secret en préparation physique, c'est pas de faire un exercice puis que miraculeusement, ça règle plein de problèmes en technique. C'est plutôt de le répéter puis de le faire avec assiduité, constance puis avec un bon focus à chaque fois. Donc, les athlètes ont tendance à oublier cet aspect-là. Donc, ils veulent des résultats rapides. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils s'attendent à ce que ce qu'on fait aujourd'hui donne un résultat maintenant. Mais des fois, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour préparer autre chose pour plus tard.
tard. Donc, c'est encore une fois de répéter, de persévérer, autant pour l'athlète de continuer son plan, même si on dit aujourd'hui, moi, mais je me suis pas vraiment améliorée, j'ai pas vu de différence. Oui, mais continue, parce qu'après ça, ça nous amène à l'autre étape ensuite. Puis l'autre étape, tu vas voir, là, tu vas commencer à t'en ressentir là, sur ton Donc, c'est vraiment un processus, un cheminement à moyen, long terme qu'il faut considérer parce qu'on a un building block, j'ai pas le mot en français, mais on a des assises pour progresser, pour cheminer, pour amener à un autre niveau. Fait que des fois, on voit pas nécessairement aussi rapidement qu'on l'aimerait. Puis je pense que on aimerait voir beaucoup, comme société, on veut voir les résultats dans l'immédiat. On est à 3 secondes d'une réponse, à 5 secondes d'un contact. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la progression. Mais peut-être que si on veut regarder au niveau de la performance sportive, il faut vraiment regarder par rapport à un cheminement moyen-long terme dans tes réalités au niveau de la nutrition. Anne-Marie, j'imagine justement ça peut être aussi un élément où ça peut prendre un petit peu plus de temps avant de changer nos habitudes, de voir les résultats apparaître. Comme Marie disait, comme par exemple pour l'augmentation de masse musculaire, comme en water polo, c'est une chose qui est très importante. Ça ne prendra pas du jour au lendemain. Donc, c'est pas que, OK, j'ai mangé mes protéines après, oups, j'ai augmenté ma masse. Fait qu'il faut dire avec l'athlète, hey, ton plan, c'est pas sur une semaine, ça peut être sur le mois, sur le 2 mois, avec la préparation physique et l'alimentation, tu vas réussir à avoir des résultats. Mais comme on a parlé tantôt, c'est vrai que l'athlète va avoir des résultats tout de suite. La même chose si on prend un athlète qui veut perdre du poids, il veut perdre du poids là, et non comme, OK, oui, on va faire ça, mais à long terme, c'est que je veux que tu aies tes résultats, mais tes résultats, je veux qu'ils se maintiennent. Donc, quand tu vas être en off-season, tu sois capable de maintenir ce poids-là. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut travailler avec l'athlète, dire, oui, tu vas avoir des résultats, mais tes résultats vont être à long terme, et non juste, OK, j'ai atteint, puis après ça, 2 semaines après, je suis revenue au poids que j'étais, ou ma masse musculaire a diminué. Donc, c'est ça qu'il faut dire à l'athlète, que ton plan alimentaire, il faut le suivre sur un bon moment, puis on va le modifier ensemble. Parfait. Thierry, au niveau de la préparation, au niveau de la réhabilitation, au niveau de la récupération, ça aussi, j'imagine que de persévérer, c'est en quelque sorte un élément important si on veut progresser puis si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avec un plan. C'est sûr qu'il y a un impact. Préparation très, très importante. On n'aura pas de résultats si on ne fait pas nos exercices. Oui, les traitements vont aider. On a des exercices à faire. Dépendant de la blessure aussi, on a des fois un cheminement plus important à faire. Question musculaire, question cardio. C'est là qu'il faut mettre la main à la pâte de son côté puis travailler un peu plus. Donc, au niveau, si on regarde dans la progression normale, que ce soit au niveau de la performance, que ce soit au niveau des changements des habitudes, que ce soit au niveau de la prise de masse ou de la récupération, la persévérance est quand même l'élément clé pour toute progression, finalement. Guillaume, tu parlais justement des avenues où tu parlais de ta progression, tu as parlé de ton cheminement à toi, puis tu as mentionné des gens qui sont allés jouer en Europe, tu as nommé des... Quelles sont les opportunités qu'un joueur lavallois, montréalais, québécois, canadien peut avoir au niveau du water polo? Il y a différents clubs dans le Québec. C'est sûr que ça commence par là. C'est les clubs régionaux dans les petites villes. C'est sûr, Montréal a quelques clubs, Laval, Longueuil, Québec, Gatineau. Puis là, on essaye de développer le water polo plus loin. Donc, on commence par là. Après ça, nos clubs vont nous pousser à aller dans les programmes de l'équipe du Québec pour se faire remarquer un petit peu. L'équipe du Québec, ce que c'est un camp d'entraînement. Ils déterminent les joueurs qui sont de haut calibre ou qui se démarquent dans le fond du lot. Puis les chances sont quand même très bonnes. Là. Quand on s'entraîne longtemps, puis qu'on s'entraîne bien, qu'on s'entraîne fort, on a des bonnes chances de se rendre jusque-là puis de se démarquer. L'équipe du Québec va faire des camps d'entraînement, va faire souvent un voyage de compétition. Par exemple, moi, je suis allé à Hawaï pendant 12 jours avec l'équipe du Québec. Une belle place. Une vraiment belle place. Jouer à toit ouvert, ça, c'était vraiment une expérience merveilleuse. C'est un petit peu dans le cheminement. Par la suite, le centre d'entraînement national m'a approché. Tu veux venir t'entraîner? C'était en plus de mes 4-5 entraînements par semaine que j'avais avec mon club. Il y avait 3 matins par semaine où je me rendais au centre Claude Robillard. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui va habiter plus loin, mais
c'est un aspect de proximité qui est difficile des fois de pouvoir dire, OK, des centres d'entraînement nationaux, il n'y en a pas partout. Il y en a un à Montréal, c'est pas mal le seul au Québec. Ils peuvent en mettre un peut-être à Gatineau des fois parce qu'à Ottawa, Gatineau, il y a des bons joueurs. Mais sinon, pour ce qui est de l'équipe masculine canadienne, c'est centralisé à Calgary. Donc, quand tu veux vraiment performer sur l'équipe, il va falloir que tu déménages là-bas. Pour les filles, par contre, c'est différent. L'équipe nationale s'entraîne ici. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un certain, pas un favoritisme, mais les gens qui habitent dans le coin vont avoir besoin de faire moins de sacrifices pour atteindre ces hauts niveaux-là. Ils vont pouvoir continuer à habiter ici pour, mettons, les femmes, puis ils vont pouvoir jouer avec l'équipe nationale. Évidemment, ça, c'est ce qu'il y a au niveau canadien. Mais si on parle à l'extérieur, mais une fois que tu es rendu au niveau canadien, tu joues des compétitions contre d'autres pays, c'est possible de te démarquer, puis là, d'avoir des contacts ici et là avec d'autres entraîneurs de d'autres pays. Il y a des pays où tu vas littéralement pouvoir vivre de ton sport, mais bien vivre de ton sport. Un peu comme on parle des salaires de joueurs de hockey ici, c'est assez élevé pour en faire un métier. Au Canada, il y a des subventions, il y a le carding qui appelle, qui est une rémunération constante, là, régulière, annuelle, pour un athlète qui est sur l'équipe canadienne. Donc, c'est quand même bien payé, mais ça ne sera pas l'équivalent justement des gros sports qu'on a ici au Québec. Donc, c'est vraiment par rapport à une carrière peut-être internationale ou en tout cas au niveau professionnel, quand on parle de devenir justement, d'en faire son métier ou d'en vivre, c'est vraiment plus pour regarder, j'imagine, plus au niveau de l'international. Si on parle au niveau sportif, vraiment, oui. Ça a ses limitations quand on parle du Canada ou du Québec même. Cependant, il y a beaucoup d'avenues possibles autres que juste de pratiquer le sport. Au niveau des entraîneurs, c'est sûr que ce ne sera pas... on a quelques entraîneurs québécois même qui font partie des entraîneurs internationaux qui vont même aux derniers Jeux olympiques. On a Marie-Claude Delière, qui est une Québécoise, qui a arbitré aux Jeux olympiques. Donc, il y a des possibilités à ce niveau-là. Puis au niveau du coaching aussi, il y a des entraîneurs qui réussissent à vivre de ça, qui sont entraîneurs à temps plein de water polo, en jumelant des fois quelques avenues comme entraîneur pour un club, entraîneur pour l'équipe du Québec ou l'équipe canadienne. Sinon, au niveau des comités régionaux, pour développer le sport aussi, il y a des avenues possibles. C'est intéressant de voir le parcours que Guillaume a eu à travers son sport. Puis là, on le voit vraiment avoir l'intérêt de populariser, d'offrir un rayonnement à son sport, de redonner à son sport. Je pense qu'il est vraiment passionné. Donc, peut-être de voir un peu avec vous quelles sont vos perspectives, vos opinions par rapport à ça. C'est vrai que quand on met un terme à une carrière comme athlète, on a quand même un bagage, on a eu des expériences, on a des choses qu'on peut remettre, qu'on peut retransmettre dans notre sport. Quels sont peut-être vos parcours, vos expériences personnelles dans ce sens-là? Puis comment est-ce qu'on peut enligner, en fin de compte, un athlète à se dire, bien, OK, si on arrête de jouer ou si on prend notre retraite comme athlète, il y a quand même moyen ou il y a quand même des aspects intéressants, positifs, motivants de rester près de son sport puis de pouvoir encore être impliqué dans son sport. Je ne sais pas si, peut-être Maryse, au niveau de ton parcours. Bien, donc, moi, j'étais gymnaste donc pendant environ 13 ans, donc c'est sûr que la carrière se termine jeune. On a encore l'avenir devant nous. J'ai été entraîneur pendant un certain temps. Donc, ensuite, je me suis spécialisée suite à mes études en kinésiologie, en préparation physique. Donc, je suis restée dans le milieu de la gymnastique pendant longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, bien, c'est sûr, c'est ça qui m'a amenée à m'ouvrir à plein d'autres sports, travailler avec plein de disciplines sportives en préparation physique et de maintenant participer à l'organisation d'une grosse compétition internationale en gymnastique. Donc, c'est intéressant. Et donc, c'est de voir aussi justement la possibilité, même le parcours de Guillaume, de dire, bien, je suis allé étudier à Hawaï avec une bourse pour mes études. Donc, ça permet encore là de dire, il y a peut-être à un moment donné où on a atteint un certain niveau, où on prend une décision de dire, bon, OK, bien, les Jeux olympiques sont pas pour moi ou la carrière professionnelle n'est pas pour moi, mais quelles sont les avenues qui me permettraient d'être encore impliqué puis d'être encore à l'intérieur de mon sport puis de pouvoir m'impliquer. Je pense que, Anne-Marie, toi aussi, tu as été impliquée. Aussi la même chose. Je suis une ancienne gymnaste aussi. J'ai fait du plongeon aussi. Mais par la suite, moi, à place d'être entraîneur, ça a été plus juge au niveau de la gymnastique. Donc, j'ai augmenté de calibre jusqu'à juge niveau 3. Et ça me permet
permis, au niveau du travail, de m'aider pour au niveau de la discipline, au niveau d'avoir l'ouverture d'esprit aussi que j'ai avec le sport. Donc, par la suite, là, j'ai décidé de faire la nutrition, puis faire la nutrition sportive parce que ça m'a toujours passionné, le sport. Mais toutes ces qualités-là qu'on a quand on est sportif, la discipline, la planification de nos horaires, ça m'aide aussi au niveau du travail. Donc, il y a vraiment des éléments qu'on peut emmener avec nous pour, en quelque sorte, ce que le sport nous a apporté, de le retransmettre ou de le reformuler. Toi, Thierry, de ton côté, au niveau sportif? Moi, de mon côté, j'étais joueur de hockey auparavant. À 21 ans, les ligues organisées se terminent, si on veut. Après le junior, il n'y a plus nécessairement de ligues organisées. Un an après, je me retrouvais encore derrière le banc, mais en tant que physiothérapeute à ce moment-là. Si on regarde juste autour d'un athlète, combien il y a de professionnels, il y a plusieurs avenues disponibles. À ce moment-là, c'est à l'athlète de faire son choix. S'il veut rester dans le sport, vers quoi il se dirige, promotion, entraînement, santé. Il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est ça. Il faut aller encore là au niveau d'un long terme, d'un développement à long terme, de dire, bien, OK, peut-être qu'au niveau de ma carrière sportive, comme athlète, je vais mettre un terme à ça, mais quand on a été 10, 15, 20 ans dans notre sport, un peu comme Guillaume, c'est comme, ça fait partie de... C'est tellement imprégné dans notre personnalité que c'est simplement peut-être de voir comment on peut y trouver. Bon, puis on a été juge, on peut être arbitre, on peut être entraîneur, on peut être expert, on peut être organisateur. On voit une implication de Guillaume au niveau administratif. Donc, c'est intéressant de voir est-ce que, en quelque sorte, c'est pas une fin en soi de dire je prends ma retraite, je sors de mon sport complètement, mais il y a d'autres avenues qui peuvent s'offrir puis qui peuvent être intéressantes pour garder un pied puis remettre peut-être à notre sport ce que ça nous a amené au niveau personnel à ce moment-là. Edith Destou-Moreau est la meilleure gardienne au pays dans sa catégorie d'âge. Elle s'est illustrée dans le cadre du championnat national féminin de hockey des moins de 18 ans tenu à Huntsville, en Ontario, au début du mois. Edith a d'ailleurs retenu l'attention des responsables de ce tournoi en recevant le titre de la meilleure gardienne, malgré une 5e place de Équipe Québec. L'Association de baseball mineur de Laval a connu sa part de succès lors du week-end du 21 et 22 novembre, au gala Méritas provincial de baseball Québec, présenté au château du Mont-Sainte-Anne dans la région de Québec. Les Lavallois sont repartis à la maison avec 6 plaques sur une possibilité de 11. André Whistler est devenu le premier entraîneur actif de la Ligue Midget 3A du Québec à atteindre le cap des 350 parties derrière le banc. Ses protégés du Rousseau Royal de Laval-Montréal ont malheureusement encaissé une défaite de 6-2 devant le Phoenix du collège Esther Blondin lors de cette rencontre. Les Loups de l'école secondaire Curé-Antoine Labelle, champions du Bol d'Or 2014, ont vu leur parcours s'arrêter abruptement en demi-finale de la Ligue de football juvénile Division 1. Le Cactus du Collège Notre-Dame a donc vengé sa défaite de l'année passée au Bol d'Or en éliminant la formation lavalloise en un gain de 35-7. Alors, je vais remercier Guillaume ainsi que mes experts pour leur participation et leur présence à cette émission aujourd'hui. Toujours intéressant de discuter, toujours intéressant de voir le parcours qu'on peut et les informations, les expertises qu'on peut transmettre. Vous vous êtes intéressé à revoir une partie de l'émission ou encore à revoir l'entrevue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la télévision de Laval. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et vous pourrez visionner, comme bon vous semble, toutes nos émissions. Ou encore, vous voulez passer à un autre niveau puis interagir avec les experts, je vous invite à suivre notre fil Twitter sur @Sport 9 Laval et avec le mot-clé « Question pour un expert », de nous lancer un défi, peut-être de poser une question spécifique à vos réalités. Ça nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous invite à un autre rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.